bonsoir. Alors nous sommes au 4e jour de ce salon où auteurs, débats et conférences se bousculent au nom de cette liberté qui nous reste de nous battre et de se battre contre l'adversité par la résistance, voire la résilience culturelle. Ce soir, nos premiers invités parleront de jeunesse. Bonsoir Françoise Prête, bonsoir Gilles Baraquet. Bonsoir. Alors, on va commencer par les dames, bien entendu. Françoise Prête, vous êtes à la tête d'une maison d'édition exclusivement numérique baptisée La Souris qui raconte. Alors tout d'abord, comment est née cette petite souris ? Elle est née il y a 5 ans déjà, et elle est née sur le constat que j'ai fait de l'engouement des enfants pour les écrans d'ordinateur. Il y a 5 ans, la tablette n'était pas encore arrivée en France, puisque je viens de là. Et l'engouement de ces enfants pour les écrans et pour les jeux. Et donc de proposer en fait une alternative culturelle à ces jeux aux parents qui de temps en temps s'arrachaient un peu les cheveux à cause de cette passion qui était de jouer et de moins lire. Alors qu'est-ce qu'on trouve justement dans cette maison d'édition ? Est-ce que ce sont des lectures pures et dures ou vous insérez ça dans du ludique ? Ce sont d'abord des textes écrits par des auteurs jeunesse avec une volonté d'avoir tout ce qui fait une maison d'édition, avec une ligne éditoriale, avec des collections. Et évidemment, il y a quand même, puisqu'on est sur des écrans et qu'on utilise le multimédia, des tas de petites choses qui vont faire que la lecture est à double sens sur certaines collections, puisque les illustrations apportent une autre narration. Mais ce n'est pas forcément interactif pour autant. Si, ça l'est aussi. Absolument. D'accord. Il y a des collections qui sont très interactives, il y en a d'autres qui le sont moins. Et comment ça prend ? Jusque-là, vous avez pu dresser un petit bilan, voir si est-ce que les enfants lisent davantage parce que c'est sur un écran ? Non. Ce qui est intéressant, alors d'abord c'est une question un peu difficile parce qu'on ne sait pas vraiment si les enfants lisent ou pas. Et surtout, ma volonté c'est pas je veux dire, les enfants qui lisent vraiment des livres, je ne vais pas les intéresser parce que c'est un autre moyen, c'est une autre entrée. En fait, je m'adresse vraiment aux enfants plutôt qui sont des non-lecteurs et qui... Justement, les inciter à la lecture. Voilà, les aider à la lecture, leur apporter de la lecture audio, puisque tous mes livres sont lus. Donc pour les enfants qui sont un peu paresseux, les amener par ce biais-là, par une narration auditive, par une plongée dans le livre qui se passe de façon plus immersive en fait. Voilà, donc c'est un petit peu de proposer des dérivatifs pour les emmener doucement par la lecture, en sachant qu'il faut quand même que le parent soit là, parce que une lecture sans parent, c'est pas une lecture. Mais on parle de quelle tranche d'âge là ? Oui, moi je vais même un peu plus loin. Ouais. Les enfants commencent à lire à 4-5 ans, mais les accompagner jusqu'à 10 ans, il n'y a pas de... Enfin, c'est bien, c'est même mieux. Et vous avez recours à des voix connues pour la lecture ? Non. Vous faites pas du Marlène Jobert et du... Non. J'aimerais, mais encore que, ce sont des comédiens, mais évidemment, c'est pas des lecteurs connus. Mais c'est un bon vecteur, c'est très porteur d'utiliser des voix connues. Mais il faut avoir les moyens. Gilles Baraquet, vous pouvez intervenir quand vous voulez, les uns les autres. Bonsoir Gilles Baraquet. Alors vous êtes auteur jeunesse et musicien professionnel de jazz. Je l'ai été. Vous l'avez été, mais ça s'oublie pas ça. Ah non, ça s'oublie pas. Par contre, je n'exerce plus le métier de musicien. Mais vous jouez quand même. À vrai dire, je jouote. J'ai commencé mon premier métier, c'était musicien de rue. Voilà, donc j'ai commencé la musique dans la rue à Paris. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avant de parler de votre dernier livre, je voulais vous demander si vous n'aviez pas vraiment eu envie de mélanger justement le jazz à la littérature jeunesse pour une initiation justement à cette musique qui n'est pas toujours appréciée des plus jeunes. C'est une très bonne question. Mais en fait, non. Pour moi, la musique, elle est peut-être dans l'écriture. Donc, on est musicien de nature et on retrouve certainement une musique et un souci de musique dans l'écriture. Mais j'ai encore jamais eu l'idée de faire un livre sur le jazz. C'est pas trop. Je pense qu'il y a d'autres livres sur le jazz qui sont très très bien. Il y avait des jazz pour enfants en audio, mais je trouve que l'inverse ce serait bien aussi. Je sais pas. Voilà, pour moi la dimension de la musique, elle passe par l'écriture maintenant, dans le rythme des phrases, les sonorités. Voilà. Vous n'avez pas tort non plus. Alors ça c'est votre dernière parution, j'imagine, non ? Presque. Oui, presque. Il y a eu autre chose après ? Oui, il y a eu autre chose après. Ah, je suis en retard en plus. Mais c'est pas grave. Bon on va parler un tout petit peu de ce que j'ai en sûr, main. Avec plaisir. Ça c'est la loi du roi Boris. C'est une drôle d'histoire, c'est l'histoire d'un roi qui s'ennuie et qui va faire la guerre au E, la lettre E. Oui. Pourquoi vous lui en voulez la lettre E ?
Déjà, il faut que je dise, c'est un hommage évidemment à Georges Perec, à la disparition de Georges Perec, le livre qui fait à peu près 300 pages et quelques, où il a, lui, instauré le jeu de supprimer le « e » dans l'écriture. J'ai repris ce jeu-là en lui faisant hommage, et j'ai repris aussi un deuxième texte de Georges Perec qui n'est pas très connu, qui s'appelle « Les Revenantes », où là, il ne prend que la lettre « e » comme voyelle. Donc j'ai imaginé un roi qui supprime la lettre E, et donc dans les dialogues seulement, il parle sans la lettre E, et bien sûr, il y a une faction de rebelles qui va s'opposer à ce roi, qui n'utilise que la lettre E comme voyelle. Bon, c'est un peu tarabiscoté, mais j'espère que ça se laisse lire. Mais la punition est terrible. Elle est d'une cruauté terrible. On coupe un doigt à chaque fois qu'on dit E. La punition est terrible. À vrai dire, c'est un jeu, il y a quand même une petite intention derrière, qui serait peut-être de dénoncer le totalitarisme et la barbarie. Derrière l'humour un peu grinçant, il y a peut-être une intention comme ça. Il y a aussi la possibilité, je me suis dit que peut-être vous vouliez aussi faire passer le message que les lois, c'est fait pour être respectées, peu importe ce qu'elles sont. Pas celle-là en tout cas. Pas celle-là, ça c'est sûr. Pas celle-là, elle est cas. complètement débordante. Mais bon. Voilà, c'est vraiment cette petite, en arrière-plan seulement, de dire que parfois il y a eu des décisions absurdes qui ont ravagé des pays, qui ont provoqué l'infamie, comme celle-là. Voilà, c'est juste ça. À côté de ça, j'espère que c'est un peu drôle quand même. Et non, c'est tout à fait drôle. C'est tout à fait drôle. Gilles Baraquet, vous construisez comment vos romans ? Je les conçois comment comme ça me vient. Mais justement, l'inspiration, elle vient comment ou à quel moment ? C'est, je sais pas, c'est un processus lent. Moi, je fais l'éponge. Pour moi, les auteurs sont comme des éponges, donc ils accumulent des sensations, des images, et au bout d'un moment, ça sort. Mais ça reste un peu une alchimie bizarre, un petit peu mystérieuse. Voilà. Gilles Baraquet, Françoise Petre, je vous remercie énormément d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous. Merci. Et merci au Liban. Merci. On fait une pause publicitaire, on se retrouve juste après. Mathias Sénard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de 6 romans parus chez Actes Sud, dont le dernier en date est Boussole. Boussole qui est en lice pour le Goncourt. Et vous partez même favori, paraît-il. Ah, ça, j'en sais rien du tout. C'est moi qui vous le dis. D'accord. Boussole est un hommage à l'orientalisme, à la différence, au pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un devoir de mémoire, un roman sur l'identité, sur l'islam, sur l'altérité, une magnifique histoire d'amour et un livre sur les frontières, à l'heure où il s'en érige de toutes nouvelles, Mathias Sénard. Oui, c'est un peu tout cela à la fois. Peut-être, moi j'insisterais peut-être plus sur le côté histoire d'amour. Alors, histoire d'amour personnelle, histoire d'amour entre un homme et une femme dans le livre, mais aussi histoire d'amour pour l'autre, pour l'Orient, pour la différence, pour tout ce que nous avons échangé, construit ensemble pendant des siècles. Et aussi un livre qui cherche justement à voir un peu au-delà des flammes et des clichés de l'actualité, au-delà de la violence qu'on nous montre toujours, qu'en dessous, voilà, il est passé beaucoup de culture, de musique, de littérature, de peinture, de voyage, d'échanges et donc d'amour. Alors, si je disais un livre d'érudit sur le savoir, ça vous sied comme définition ? Alors, c'est peut-être pas un livre d'érudit, en tout cas, mes personnages sont beaucoup plus savants que moi. C'est un livre, moi-même j'ai beaucoup appris en l'écrivant, c'est un livre effectivement où on apprend des choses, où moi j'ai appris et où j'espère que le lecteur aura plaisir à découvrir certaines histoires, certains personnages, certaines relations entre l'Est et l'Ouest, entre le Moyen-Orient et l'Europe, entre l'Iran et l'Europe, entre beaucoup de choses et surtout un livre pour essayer de retrouver une passion, une envie non seulement de savoir, mais aussi d'échanger autour de ce savoir. Alors, des thèmes qui gravitent tous autour de Franz Ritter, un musicologue mélancolique et insomniaque, et Prix d'Orient, et Sarah, belle et brillante chercheuse, insaisissable, qu'il rêve et fantasme, et qui est synonyme d'histoire d'amour impossible.
c'est une histoire d'amour longue, on va dire, et empêchée, pas impossible, j'espère. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire d'amour sur la longue durée. Franz, pendant cette nuit d'insomnie, va nous la raconter. Et on sait qu'elle dure... donc le livre, cette nuit d'insomnie a lieu aujourd'hui, à Vienne. Et Franz va nous raconter tout cela pendant toute la nuit. Et donc, il aime cette femme depuis une vingtaine d'années, à peu près, on pense. Et c'est une histoire d'amour au long cours. Une histoire d'amour... qui a un côté un peu médiéval, une histoire d'amour qui est un peu une romance, une histoire de troubadour. Qui est retenue quelque part volontairement. Un aussi. peu empêchée, Ouais. voilà, un peu chaste, parfois prude. En tout cas, Franz est quelqu'un d'assez prude lui-même, pas du tout un aventurier. Et c'est une histoire d'amour où les gens se dévoilent petit à petit. Petit à petit, on va en apprendre plus sur lui, bien sûr, mais aussi sur elle. Et le livre, c'est surtout pour moi un portrait de femme, un portrait de cette femme savante, de cette femme puissante, cette femme intelligente et indépendante qu'il aime passionnément. Et donc, comme c'est un portrait à travers ses yeux à lui, bien évidemment, on ne sait pas si c'est très objectif, mais en tout cas, l'impression qu'elle donne, c'est que c'est une femme parfaite. Alors, Mathias Sénard, forcément, Franz Ritter, c'est aussi un peu vous. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet Orient ? Moi-même, j'ai une relation depuis assez longtemps avec le Moyen-Orient. Et j'ai vécu par ici pendant longtemps. Et je pense que ce qui m'a le plus intéressé, alors évidemment, ça change avec le temps. C'est-à-dire que dans mes premières images d'adolescent, alors que j'habite encore en France, dans une petite ville de l'ouest de la France qui est très très loin du monde arabe, j'avais des images, des rêves d'exotisme, justement d'orientalisme. Et puis en venant ici, en apprenant les langues, en côtoyant vraiment au jour le jour une vie quotidienne, bien évidemment, ces impressions changent pour devenir réalité. Et dans cette réalité, ce qui m'a le plus fasciné, je pense que c'est la très grande diversité qu'on trouve ici, diversité de modes de vie, diversité de culture, diversité de religion, la mixité, tout ce qui se croise, qui se recoupe dans cette zone de l'Est de la Méditerranée, et comment cette diversité est toujours au bord de l'abîme, comment elle est toujours remise en question, et justement comment est-ce qu'elle survit, elle se réinvente chaque instant. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus fasciné, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan politique, sur le plan du quotidien, comment tout cela est toujours en mouvement. Autour de cette dimension qui est, voilà, beaucoup de frontières passent par ici. Mais vous, les frontières, vous les abattez aussi parce que vous parlez la langue. Alors vous entretenez un rapport particulier aux langues. Vous parlez l'arabe et le persan, entre autres. Est-ce que c'est pour vous une langue barrière, une langue brassage, une langue vecteur de fusion aujourd'hui ? Les langues sont tous là à la fois, mais elles sont aussi la possibilité justement de se faire un peu autre, c'est-à-dire de mettre un peu de l'autre en soi. Quand on apprend une langue, l'altérité, c'est très important pour vous dans le livre, vous en parlez tout le temps. Mais je pense que tout le monde a fait cette expérience-là. Ouais. Même quand on apprend l'anglais à l'école ou quand on apprend n'importe quelle langue étrangère, on a ces sensations de mettre un masque, de se transformer. Même nos voix ne sont pas forcément les mêmes quand on parle une autre langue. Dans certaines langues, on peut avoir des intonations assez différentes. Et donc, c'est un peu se transformer soi-même. La possibilité d'enrichir tout simplement sa personnalité, d'avoir plusieurs êtres en soi. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable dans le fait d'apprendre des langues, d'en parler de nouvelles. Sans parler bien sûr de tout ce qui s'ouvre après avec la culture livresque, avec les horizons de la littérature ou du cinéma ou de la culture qui vient avec la langue, même de la musique. Vous en parlez tout le temps. Alors Boussole, c'est un aller-retour entre passé et présent, entre Orient et Occident, mais avec une mention spéciale pour la Syrie d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous à la situation de ce pays dans son cadre géopolitique actuel ? Alors, j'ai vécu en Syrie, j'ai travaillé en Syrie, j'ai vécu à Damas et à Souaïda dans le sud de la Syrie. Et bien évidemment, la tragédie actuelle est pour moi un drame quotidien extrêmement émouvant. Malheureusement, on aimerait, moi je prie tous les jours pour un cessez-le-feu immédiat et que toute cette violence s'arrête. Mais
je suis malheureusement ni politicien, ni un homme très puissant internationalement. Et je vois pas vraiment de solution à la violence à moyen terme. En revanche, je pense... Pourtant, dans votre livre, il y a quand même beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. C'est voilà. pas un livre c'est ce sombre. que j'allais dire. Ouais. C'est pas un livre sombre. Parce que, en revanche, je pense c'est que l'espoir est là. Et l'espoir, il vient de quoi ? Il vient de la bonne volonté. Il vient beaucoup de l'autre, l'espoir. Exactement. D'être tourné vers l'autre. Et puis aussi la possibilité d'une Europe ouverte, d'une Europe généreuse, qui justement fait pression pour aider à la situation des réfugiés, pour aider à trouver des arrangements immédiats et quotidiens. Parler d'une Europe généreuse, on lui reproche de l'être un peu trop. On voit un tout petit peu ce que font les pays de l'ex-bloc de l'Est. Aujourd'hui, il y a quand même des réticences vis-à-vis de cette générosité. Oui, mais évidemment, non seulement l'Europe de l'Est, mais aussi même la France est malheureusement pas si généreuse que ça. Mais justement, je pense que là, on peut faire en sorte qu'elle le soit. Boussole est là pour ça, je crois, non ? Pour que ces cloisons tombent. Non, alors Boussole n'a peut-être pas un but politique immédiat. Non, pas forcément. Mais en revanche, pour montrer, bien sûr, toute la beauté et la grande diversité qu'il y a justement de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que, vu d'Europe aujourd'hui, quelqu'un qui allume sa télévision, qu'est-ce qu'il va voir ? Des chaînes d'actualité en direct. Il va voir des flammes, de la violence, des terrorismes, des réfugiés. Et il va éteindre la télévision. Et moi, si Boussole a un but politique, c'est de lui dire, oui, mais bien sûr, mais tous ces réfugiés, tous ces gens, ils ont une vie, ils ont une histoire, ils ont une culture, et qui est multiple. Et voilà, il y a autre chose, il y a une humanité derrière tout cela. Mathias Sénard, pour revenir un tout petit peu à la question de générosité de l'Europe, entre colonialisme et réparation, où se positionne pour vous aujourd'hui l'Occident ? Alors, le colonialisme, bien sûr, c'est de l'histoire du passé. Bien sûr. Bien sûr, pour ma génération, moi je suis né au début des années 70, donc déjà, la France n'était plus un empire colonial. C'est quelque chose qu'on a appris à l'école et qu'on voit. Après, comment est-ce qu'on se positionne, nous, vis-à-vis de ça ? D'une façon très naturelle, qui est, voilà, c'est l'histoire de mon pays, c'est l'histoire des pays qui ont été colonisés. À partir de cela, on peut reconstruire une relation d'égal à égal. Et aussi une histoire à parts égales. C'est-à-dire de retrouver un point de vue tout simplement humble de quelqu'un qui dit oui, effectivement, le colonialisme a existé, le mandat français a eu lieu, et aujourd'hui, il faut retrouver des bases, et ça se fait déjà depuis de nombreuses années, des bases nouvelles pour une collaboration à parts égales, tout simplement. Mathias Sénard, si vous me le permettez, on va s'arrêter pour une page de publicité, on se retrouve juste après. Éternel et pas artificiel, je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Allez chez moi ou faire la cour. Quand l'une d'entre elles me dit pour qui vous me prenez, je ne suis pas celle que vous croyez. Je me dis ne te fais pas d'illusions, entre tout seul à la maison. Si vous venez d'arriver, nous sommes avec Mathias Sénard et on parle de son dernier roman Boussole. Mathias Sénard, avec Boussole, vous effacez les frontières politiques et vous faites fusionner les frontières du temps pour souvent arriver à de terribles constats quand même, comme celui de la violence qui régit le monde d'aujourd'hui. Évidemment, vous évoquez les coupeurs de tête et le sort de Palmyre, pierre angulaire du patrimoine syrien. Ça vous tient à cœur énormément dans le livre. Oui, bien sûr. Alors Palmyre n'est pas dans le livre, puisque le livre était terminé depuis quelques mois, au moment où Daesh arrive à Palmyre. C'est vrai que c'est une énorme perte, et surtout c'est une grande tristesse de penser que finalement notre siècle fabrique des ruines avec les ruines. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de ce passé, de ce trésor inestimable qui est aussi
celui justement de la diversité, du carrefour. En Palmyre, c'était à la fois une ville araméenne, mais aussi une cité où on savait le grec, c'était une ville romaine et c'était une ville avec beaucoup d'influence arabe. Voilà. C'est ce carrefour-là qui est extraordinaire à Palmyre. Et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on détruit. En oubliant que voilà, les compagnons du prophète sont sans doute passés là, ont vu ce qui restait de cette cité caravanière en sortant du désert, ont vu cette oasis. Et on a l'impression que notre siècle n'est pas tellement à la hauteur de cet héritage-là. Voilà. Alors quand vous regardez ça, avec l'amour que vous portez à l'Orient, vous avez l'impression que cet amour pourrait être entaché, ou vous êtes encore plus amoureux de cet Orient? Maintenant, ça fait partie de moi. Vous savez, c'est une histoire qui est en moi depuis déjà de nombreuses années, que je vis quasi quotidiennement. Mes livres tournent souvent autour de cette région. Et donc, c'est même plus c'est un amour bientôt fusionnel. En inconditionnel, fait, on va dire. Oui, voilà. Qui est renouvelé chaque jour et à chaque instant. Dans Boussole, il est énormément question de frontières. Alors comment aujourd'hui peut-on encore abattre ces cloisons? Alors je suis pas sûr que, les frontières, c'est pas forcément l'idée que c'est mal ou que c'est bien ou qu'il faille en construire d'autres ou en abattre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont mouvantes. Les frontières, ça bouge énormément. Ça se déplace aussi dans le temps, dans l'espace, et on peut les interroger, leur poser des questions. Il y a des identités de frontières. Les frontières fabriquent aussi des relations entre les choses. On citait le cas de Palmyre à l'instant. Palmyre, c'est ça, c'est aussi cette identité de ce qui se crée au carrefour. Et bien sûr, une frontière, ça marque des routes, ça marque des carrefours. C'est-à-dire que c'est à la fois soi et l'autre en contact. Et une frontière naturelle comme le Bosphore fabrique Istanbul. Et c'est pas rien, Istanbul. Alors ces frontières, elles ont déjà été interrogées, mais les bonnes leçons n'ont pas forcément été tirées. Qu'est-ce que ce serait que les bonnes leçons qu'on peut tirer? Je sais pas, le monde d'aujourd'hui, je crois, ne vous plaît pas autant qu'il me déplaît, hein, en tout cas. Non, après, il faut qu'elles soient perméables, justement. Ouais. Il faut qu'elles existent, ces frontières, parce qu'elles sont là. On ne sait pas comment faire autrement. Mais par contre, on peut les rendre perméables. Ça, c'est autre chose. On peut faire qu'on puisse les traverser. Et ça, si on passe au plan de l'individu ou des hommes, ça, c'est extraordinairement important qu'on puisse traverser la frontière, qu'on ait toujours cette possibilité. Que ce soit nous, physiquement, de nous rendre où bon nous semble, de traverser ces frontières, mais aussi intellectuellement et culturellement, de les passer pour pouvoir aller vers l'autre, s'enrichir, revenir ou rester de l'autre côté, être où on veut, même un pied de chaque côté de ces lignes. Voilà, ça, ce serait magnifique. Alors Boussole, c'est aussi justement, puisque vous parlez de traverser les frontières, à l'heure qu'il est, je crois que c'est la culture qui le permet beaucoup plus qu'autre chose. C'est une ode au voyage. Le récit serait-il le seul moyen justement de transgresser les frontières? Non, mais c'en est un des moyens. La littérature, elle aussi est victime de frontières, c'est-à-dire qu'il y a la frontière de la langue. Ouais. Il faut être traduit, par exemple, pour pouvoir être lu ailleurs que chez soi. Et donc oui, c'est à la fois une façon de s'ouvrir, de connaître d'autres horizons, que les livres voyagent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vraiment dépasse toutes les frontières, c'est encore plus facilement, c'est sans doute le cinéma, la musique, les séries télévisées, autant de choses qui elles, ont d'autres frontières qui existent, mais qui sont sur des plans différents. La littérature, elle est dans un autre temps, au sens où elle permet une réflexion longue, un plaisir de plus longue durée, lié aussi au plaisir du style, de la langue, des personnages. C'est un endroit où on s'attarde, un livre, dans lequel on passe du temps. Et donc ce temps permet une autre réflexion, bien sûr, que l'immédiateté de la télévision ou du cinéma. Et par là même, permet aussi une réflexion différente. C'est-à-dire que je vais pouvoir réfléchir en lisant un livre. En revanche, je vais réfléchir après un film. Ouais. Mathias Sénard, il y a dans Boussole un sentiment des 1001 nuits. Scheherazade qui doit raconter des histoires pour avoir la vie sauve. Encore une fois, sauvé par le récit. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous? Bien sûr, dans les 1001 nuits, on était peut-être pas une inspiration, mais en tout cas un modèle lointain pour le livre.
Et à travers les travaux très savants d'une grande professeure qui s'appelle Dominique Julien, qui a beaucoup écrit sur le destin européen des 1001 nuits. Et notamment tous les gens qui s'en sont inspirés, et principalement Marcel Proust. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que la recherche du temps perdu doit beaucoup aux 1001 nuits et à cette Scheherazade. Proust a deux modèles, c'est les mémoires de Saint-Simon, quelque chose de très français, d'annotation de la vie de la cour, et de l'autre, les 1001 nuits. Et Marcel, le narrateur de la recherche du temps perdu, qui en est aussi l'écrivain, ça on l'apprend à la fin, finalement, lui aussi, il a ce projet d'écrire la nuit, d'écrire pendant des nuits, peut-être 100, peut-être 1000, et il s'invente en écrivant, et avec le passé, il se sauve. Et finalement, il vit, il écrit contre la mort, comme Scheherazade le faisait avec le sultan Shahriar pour pas être décapité à l'aube le lendemain matin. Mathias Hénard, est-ce que vous pensez qu'on est engagé dans une stratégie de destruction à l'heure qu'il est ? Une stratégie de destruction, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire. Ce qui est sûr, c'est que la violence est omniprésente et il faut tout faire pour l'enrayer. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, citoyen de démocratie européenne, moi je vis à Barcelone, je vote en France, et en tant que citoyen, on a je pense le devoir d'avoir ça en tête, c'est-à-dire d'exiger de ceux qui nous dirigent qu'ils sachent mettre fin à la violence et à la destruction. Après, est-ce qu'ils en ont les moyens ou est-ce qu'ils en sont capables ? Là, ça dépend plus de moi, mais au moins qu'au moment où je vote, je sois conscient de ça, que dans mon bulletin de vote, il y a cette injonction, mettez fin à la violence et à la destruction. Alors, vous parlez dans votre livre de l'Orient un peu comme d'une fiction issue de l'imaginaire occidental. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part Daesh est aux trousses de cet Orient, justement ? Oui, l'Orient, c'est pas uniquement... Alors, l'Orient, dans le mot orientalisme, c'est effectivement une fiction, un ensemble de récits, d'images et de musique même, qui sont fabriqués par les peintres orientalistes, Ingres, Delacroix, pour citer les exemples français les plus célèbres, des voyageurs comme Lamartine ou Nerval, qui fabriquent dans l'imaginaire européen tout un ensemble de clichés qui se figent un peu à ce moment-là, mais qui sont ensuite, bien sûr, repris en Orient même. C'est-à-dire que finalement, on voit que cet orientalisme, c'est un peu comme une malle, une grosse valise commune dans laquelle on a rassemblé des récits, des images, des musiques, et qui est commune à tout le monde. Par exemple, on a tous l'image d'un tapis volant. Et on voit tout de suite un tapis volant avec une princesse, voilà, là, dans les nuages. Ça, c'est un cliché oriental, entre guillemets, mais qui appartient en fait à l'imaginaire, qui a été créé par un aller-retour entre le Moyen-Orient, l'Europe et retour, et qui finalement appartient à ce monde entre les deux, qu'on pourrait appeler le monde des fictions orientalistes, et qui est utilisable par tout le monde, qu'on soit d'Est ou d'Ouest. Alors justement, vous revenez souvent dans votre livre sur ce que l'Occident doit à l'Orient, et ne s'en doute même pas d'ailleurs. L'altérité orientale, qu'est-ce qu'on voit dans cet Orient justement quand on est occidental aujourd'hui ? Oui, le problème aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une question de perception liée aux médias, réellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'est plus question que de violence d'une forme ou d'une autre, de religion, de fanatisme religieux et de peur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du domaine de l'irrationnel, toujours ça, entre les relations entre les peuples, mais en ce moment, ce qui ressort des médias français, c'est avant tout une peur, une défiance, un manque d'intérêt finalement pour l'autre, qui tourne autour du thème un peu, ce sont tous plus ou moins des barbares, on veut rien en savoir. Mais cette barbarie, elle existe aussi. Elle est là. Oui, elle est là, mais elle est extraordinairement minoritaire. On sait bien que
c'est pas du tout le fait de tout le monde, bien au contraire. Non, bien sûr que non. C'est un... et moi, dans le roman Boussole, ce que j'essaie de montrer, c'est bien sûr, on va pas nier la violence, ce serait absurde, elle existe, elle est là, mais on peut aussi dire autre chose que cela. Et C'est-à-dire vous le qu'il dites faut tout pas, le temps, d'ailleurs. il faut pas oublier les victimes, il faut pas oublier de faire en sorte que cela cesse, mais il faut aussi avoir en tête autre chose. Et surtout quand on s'adresse principalement à des Européens. C'est-à-dire, quand on parle, qu'on écrit comme moi depuis l'Europe, il faut aussi montrer que, attention, il n'y a pas que cela. Le monde arabe ou le Moyen-Orient plus généralement, c'est pas que cela. C'est aussi un monde de grande culture, un monde de diversité, auquel nous devons beaucoup, dont nous sommes tributaires, qui nous a apporté énormément, et dans beaucoup de domaines très divers. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, surtout aujourd'hui. Mathias Sénard, juste pour terminer, le romancier a-t-il pour vous vocation d'enseigner ? Enseigner, non. Donner à voir, peut-être. Donner envie. C'est avant tout un roman, c'est une histoire d'amour qui peut se lire tout simplement comme, avec plaisir, comme le plaisir qu'on peut prendre à lire un roman d'amour. Il y a une référence Mais toutes aussi- les deux lignes, Mathias Sénard. On ne peut pas ne pas apprendre. Mais voilà, mais si on a envie, on peut aussi aller voir plus loin, en apprendre plus, approfondir certains sujets. J'espère en tout cas que certains lecteurs vont avoir envie tout simplement d'aller sur YouTube pour écouter des musiques dont je parle, voir peut-être des extraits de films, ou pourquoi pas lire d'autres livres. Là, je peux vous dire une chose, Mathias Sénard, une fois qu'on a attrapé votre livre, il est très difficile de le lâcher. Merci beaucoup, Merci Mathias à vous. Sénard. À la Merci. prochaine. Au revoir. Une page de publicité, on se retrouve juste après. Je me souviens de notre première rencontre. C'était dans un café américain. Fini pour l'amour. Ciao, pour toujours. Voilà, je reçois maintenant un homme de théâtre, mais pas que de théâtre. Bonsoir Jean-Michel Ribes. On vous entend pas là. Non. Est-ce qu'on l'entend? M'entendez, là voilà, on vous entend là, c'est Là, bon. vous m'entendez très bien. Oui, mais vous pouvez mettre votre chapeau, Jean-Michel vrai Ribes. Mais oui, absolument, vous voulez le garder, alors gardez-le. Non, non, ça m'est égal, moi c'est pour vous plaire, alors c'est ce que vous voulez. Moi, je l'aime bien le chapeau. Alors, on y Vous va. pouvez le mettre. Alors, vous êtes comédien, dramaturge. Non, oui, comédien plus. Oui, vous avez été, en Oui. tout cas, metteur en scène, scénariste, réalisateur. Actuellement, surtout directeur du Théâtre du Rond-Point, mais ce soir, auteur des 1001 morceaux, parus chez l'Iconoclaste. Alors, 1001 morceaux, une autobiographie, mais qu'est-ce qui vous a décidé, Jean-Michel Ribes, à vous y mettre, vous qui étiez si réticent? C'est pas exactement une autobiographie, c'est une sorte de petite mosaïque comme ça, de choses qui me sont remontées. C'est pas un exercice d'examen de mon nombril ou de mon ego, c'est plutôt... Ça, vous aimez pas du tout, même. Non, c'est plutôt des choses qui me sont venues, que j'ai trouvées amusantes parce qu'elles sont venues d'autres tristes. Et finalement, j'ai écrit ça plutôt comme des nouvelles, mais tout est vrai. Et je me disais, au bout d'un moment, ce type est assez épatant. Et quand je me suis aperçu que c'était moi, ça m'a étonné, mais c'était quand même moi. Alors c'est très drôle parce que vous dites ça, c'est comme si vous arriviez à vous positionner en dehors de vous-même. En écrivant justement ce livre-là, vous êtes resté à l'écart et vous avez regardé votre fort intérieur. Comment ça a été possible, ça? Ça n'a pas dû être très évident. Mon fort intérieur et puis mon fort extérieur aussi. Et voilà, et puis j'ai surtout fait un portrait à travers mes amis. Un portrait de moi à travers les gens que j'ai connus, à travers mes amis. Et à travers des moments, je vous dis, j'ai laissé remonter les choses. C'est une sorte de mosaïque de cadavres exquis ou de vivants exquis, si on peut dire. Et les choses se sont enchaînées comme par plaisir, mais je parle avec autant d'émotion de mon travail avec Alain René, ou de mon travail avec Topor, ou de mon travail avec
avec Daniel Pénac que mon goût pour les lanières de guimauve. Alors, vous parlez de vos amis tout à l'heure. Est-ce que vous les avez mis à contribution pour qu'ils vous donnent peut-être leur façon de vous voir? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai pas osé les mettre dans cette horreur qu'était la chose dont je raconte. Je n'ai pas mêlé à ce hold-up. Jean-Michel Ribes, vous dites faire des choses pour vous désennuyer. Mais qu'est-ce qui vous ennuie? La vie m'ennuie beaucoup, la réalité m'ennuie. Je dois dire que, comme chacun peut le constater, la réalité n'est pas vraiment joyeuse. Et je pense que depuis moi que je suis petit, j'essaie de me battre contre la réalité, j'essaie de la transformer, j'essaie de casser un peu ce couvercle qui vous tient complètement prisonnier devant une obligation d'être ce que vous devez être, du raisonnement, des lois, etc. Et qui est finalement formate. Vous savez, Aragon disait il faut creuser des galeries vers le ciel, et je pense que c'est ça. Moi, je fais un métier d'issue de secours. Je veux m'en aller de cette réalité que je ne veux pas toujours regarder en face, ou plutôt, comme le disait Skutner, j'aime bien regarder la réalité en farce. Est-ce que vous trouvez justement, puisqu'on parle de la farce, le rire finalement c'est la parade idéale contre cette réalité, est-ce que vous trouvez que la réalité d'aujourd'hui est plus dure que celle d'il y a 200 ans en arrière par exemple? Comme vous le savez, il y a 200 ans, j'étais très jeune, donc je n'ai pas pu vraiment m'en rendre compte. Mais je pense que la réalité a toujours été contraignante, plus. Je pense que quand Hitler était là, c'était encore plus contraignant qu'en ce moment, mais il y a toujours un formatage, une obligation d'être qu'à chacun, et on est plus ou moins équipé pour entrer dans le rang. Quand on n'est pas équipé pour entrer dans le rang, c'est vrai que c'est bien de sauter dans le vide pour trouver d'autres planètes. Alors dites-moi, Jean-Michel Ribes, ces 1001 morceaux, vous les avez construits comment? Je ne les ai pas construits, je vous dis, ils sont venus comme ça, comme vous le disiez justement. J'ai refusé 15 ans d'écrire un livre qui parlait de moi, parce que je trouvais d'abord ça un peu épuisant, pas forcément très intéressant. Et puis là, tout d'un coup, c'est venu comme une libre association d'idées. Il semblerait que les gens s'y amusent beaucoup et ils trouvent des choses. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la chose dont je me suis aperçu, c'est que vous êtes vous êtes définitivement l'homme qui a fait certaines choses. Vous avez fait Palace à la télévision, vous avez fait Merci Bernard, vous avez écrit, Théâtre sans animaux, des choses que vous êtes directeur du Théâtre du Rond-Point, et c'est tout. Puis tout d'un coup, vous écrivez un livre, tout d'un coup comme ça, qui n'est plus exactement votre visage officiel, et tout le monde se dit oh, c'est extraordinaire, il mange du pain, il s'habille, il fait pipi, il a l'unite, c'est extraordinaire, donc c'est un être humain, c'est pas uniquement cette façade publique. C'est un peu ça, ce livre. Ça m'a étonné, ça m'a touché que beaucoup de gens me rejoignent et soient très très indulgents dans leur critique avec ce livre. Mais est-ce que c'est sorti d'un jet ou vous les avez triés, ces morceaux? Disons que c'est sorti d'un jet dans la mesure où je me suis laissé entraîner dans une libre association d'idées. J'ai tiré sur un fil et les choses les plus amusantes sont venues, ou les plus fortes sont venues, ou il y a des gens qui me disent c'est pas possible que tu aies vécu ça, tout est vrai, tout est exact. Et après, évidemment, ça aurait pu durer 50 livres. Donc après, c'est vrai qu'on a arrêté avec mon éditeur, j'ai un peu enlevé certaines choses, j'ai reconstitué les choses et j'ai mis surtout un certain nombre de morceaux petits que j'appelle des miettes qui aèrent tous les chapitres pour qu'on puisse reprendre sa respiration. Alors dans votre livre, on apprend que vous devez peut-être votre énergie à une histoire que votre grand-mère vous racontait. Disons que j'ai pas beaucoup de philosophie qui me guide, mais il y en a une, c'est vrai, qui m'a guidé plus que la Bible, plus que des grands textes philosophiques, plus que, oui, tout, c'est ma religion, c'est l'histoire de deux petites souris qui, la nuit, sortent d'un petit trou dans une cuisine, montent sur une table, il y a une petite lampe encore qui éclaire du fromage, elles le mangent, elles se gavent de restes de saucisson, puis voient une jarre de lait. Elles sautent dans la jarre de lait et boivent sans arrêt du lait pour se rafraîchir de ce qu'elles ont mangé, elles en boivent, le niveau baisse, et puis quand elles sont repues, elles veulent remonter. Et à ce moment-là, en remontant, les parois du bol, enfin de la jarre de l'église, elles ne peuvent pas remonter. Donc elles se battent, elles essayent d'attraper quelque chose qui peut faire obstacle pour monter et sortir du pot de lait, et elles n'y arrivent pas. Et au bout d'une demi-heure, épuisée, il y en a une qui dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? J'arrête » et elle se noie et elle meurt. Et l'autre, on ne sait pas pourquoi, continue avec la rage de vivre, n'a aucun espoir, mais continue à se battre, et au bout d'un moment, à force de remuer les pattes, elle sent quelque chose de mou sous ses pattes et puis de dur, et elle s'aperçoit qu'à force de remuer lait, elle a fait du beurre et elle peut sortir. Et c'est une histoire en effet qui parfois quand je vais pas mal ou quand je vais mal au contraire me tient debout et me permet de respirer.
Jean-Michel Ribes, quel est le morceau pour vous qui est le plus croustillant? Vous savez, c'est un plat complet et si on ne les mange pas tous, il n'y a pas de morceau préféré. Jean-Michel Ribes, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous Vous qui remercie. êtes un homme de théâtre, continuez, c'est peut-être la meilleure parade contre cette réalité que vous n'aimez pas. Merci. À bientôt, au revoir. On passe à une page publicitaire et on se retrouve juste après. À toi qui as 20 ans, finis ta vie en chantant dans un coin perdu. À présent, j'ai le plaisir d'interviewer Madame Rislaine Nuss, qui est la directrice de la créativité et de la communication à Clairefontaine. Bonsoir. Bonsoir. Rislaine Nuss, on est actuellement dans le salon qui s'intitule Libre Livre. Clairefontaine est libre depuis le début, avec tous les thèmes, toute la créativité qui entoure cette marque de qualité. Comment vous êtes inspirée pour créer toute cette gamme de produits? Alors, ma première inspiration, c'est nos consommateurs. Il s'avère que nous sommes une marque très appréciée pour la qualité de nos produits et l'impact affectif est quand même assez fort de nos consommateurs sur nos produits. Donc, si vous voulez, j'étais un peu dans une bulle très affective et à partir de là, mes émotions ont pu s'exprimer librement. Et étant en plus de culture mixte, allemande-marocaine, le panel artistique d'une culture à l'autre était assez ouvert. Donc, si vous voulez, je m'inspire de ce que le client donne par rapport à notre produit et l'affection qu'il donne à nos produits, mais je m'inspire aussi des mouvances, c'est-à-dire de ce qui se passe autour de nous et de ce dont les gens ont envie. Et je pense qu'on est dans une période où les personnes ont envie de douceur. De se faire plaisir, disons. De se faire plaisir, absolument. Donc c'est pour ça que votre gamme de produits plaît aux grands et aux petits. Et il y a une thématique particulière parce que sincèrement, on attend la collection Clairefontaine comme qui attendrait la collection printemps-été, automne-hiver des grands couturiers. C'est quoi la tendance pour cette année? Ah ben ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors la tendance de cette année, c'est Osons plus. Je suis très heureuse parce qu'on a fait un super partenariat avec Chantal Thomas, qui est une grande designeuse de sous-vêtements. Et donc on a sorti tout un univers en papeterie, en co-branding avec cet univers justement du raffinement, oser un peu, aller au-delà des limites, mais surtout avec un vrai souci de qualité parce que Chantal Thomas a des produits de très très haute qualité et nous aussi. Et en plus, elle a une créativité et un raffinement qui va être vraiment bien représenté sur nos produits. Et pour l'inspiration un peu plus littéraire, puisqu'on est dans le cadre du Salon du Livre, il y a Le Petit Prince, n'est-ce pas, qui vous inspire cette année. C'est super, qui entoure le film, n'est-ce pas, tout ça? Alors, le Petit Prince, il est clair que ça nous parle à tous. Et le jour, quand on est venu vers nous, en nous parlant du Petit Prince, en nous proposant le Petit Prince, ça nous semblait quand même assez évident, parce que les valeurs, que dire d'autre, l'essentiel est invisible pour les yeux. Justement. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir des yeux que de voir ces produits-là, Clairefontaine, avec toute la gamme de thématiques. Rislaine Nuss, ma dernière question est la suivante, elle est très personnelle. Quel est le produit Clairefontaine qui vous plaît le plus, que vous préférez? Alors là, c'est vraiment parce que je les aime tous. Hein. Alors, très sincèrement, le produit qui me plaît le plus chez Clairefontaine, c'est son papier. Très sincèrement, ce papier est d'une douceur et d'une qualité exceptionnelle. Donc moi, je suis fan du papier Clairefontaine avant tout. On a tellement envie que ça dure qu'on ne veut pas écrire dessus, quoi. On veut que ça dure. Mais la grande chance, c'est que justement, même en écrivant dessus, ça dure. C'est inusable. Merci beaucoup pour votre intervention sur notre plateau et bonne chance pour votre nouvelle collection. Merci. Merci beaucoup. Elle rate l'avion de ligne de la Koweït. Mais comme tu l'imagines, elle loue un jet. Tourons la branche directe avec Wall Street. Bonsoir Camille Tarazi. Bonsoir Nanette. Alors on arrive au beau livre. Pas que les autres n'étaient pas beaux, mais celui-là est particulièrement beau puisqu'il s'agit d'esthétique. Je tiens à le montrer avant qu'on en parle. Ça s'appelle Vitrine de l'Orient. Alors
Je tiens aussi à dire aux téléspectateurs qui vont acheter ce livre qu'il faut qu'ils louent les services d'un portefeuille avec, parce qu'il pèse 3 kg 2, c'est ça? Voilà, 3 kg 2. Ouais, alors ça, c'est des problèmes de dos garantis. Mais c'est pour des haltères aussi. Ah bon, mais c'est pour faire du sport aussi, c'est bon? Voilà. Ceux qui ne savent pas quoi en faire, Exactement. vous leur donnez des idées là. Camille Tarazi, pour être un peu plus sérieux, Oui. vous appartenez à cette lignée de la famille Tarazi, qui est évidemment associée à l'architecture et à la décoration. Et vous avez fait un travail titanesque là. Vraiment, c'est un travail qui a nécessité, je crois, 20 ans de Voilà, recherche. c'est 20 ans de hobby, et puis après c'est devenu une passion, et puis avec le temps c'est devenu une mission. Donc je me suis dit que c'était important que les gens sachent un peu les origines de notre famille, et surtout de notre savoir-faire, qui était la source de ce livre-là à la base. Et comme je suis la 5e génération, donc c'était rendre hommage aussi aux anciennes générations qui sont passées par là et qui ont légué ce savoir-faire de père en fils. Alors, qu'est-ce qui vous a, à la base, motivé, en dehors du fait de faire perdurer le patrimoine? Vous avez dû quand même avoir eu envie d'écrire, parce que l'écriture, c'est pas votre métier. Ah non, c'est pas mon métier, c'était un hobby à la base. C'était une recherche généalogique. Et puis la généalogie montrait à ce que je devais faire des rencontres avec différentes personnes de la famille. Et eux-mêmes racontaient des histoires, on m'ouvrait des albums privés de famille. Et là, on reconnaissait différents membres de la famille à différentes époques. Et puis, le tour est joué. Et par la suite, j'ai eu une autre rencontre avec le collectionneur Fouad Debas à Paris, qui m'a montré sa collection de cartes postales, y compris celles éditées par mes aïeux. Donc, j'ai été intéressé par ça. Donc, je me suis attelé à la tâche d'acheter des cartes postales dont j'en avais aucune, de zéro. Et puis, par la suite, entre la généalogie, les histoires de famille et les cartes postales, il y avait un troisième volet qui s'est apparu avec mes études d'architecture. C'est que mon père, Michel, s'était attelé à la restauration de la résidence des Pins. Et comme ça, j'ai fait la connaissance des architectes qui m'ont ouvert les yeux un peu sur un patrimoine qu'on avait. Et du coup, ça a fait boule de neige. Et tout s'est relié avec le temps dans mes recherches. Donc l'un ne pouvait pas être dissocié de l'autre, ni l'architecture, ni l'art, ni la famille, ni les cartes postales. Jusqu'à que je pense faire un livre grâce à l'initiative des Cormes qui m'ont donné cette idée. Et puis alors par la suite, j'ai fait le livre avec l'équipe de Early Bird, avec Quand Tania. vous dites l'initiative des Cormes, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Tout simplement, ils m'ont suggéré l'idée de faire un livre. Ils me disaient, toutes ces recherches-là, il faut bien les recueillir quelque part. Moi, je croyais les faire ça beaucoup plus tard. Après, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Et c'est par la suite, quand j'ai fini le livre en solo, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait que je voie un œil plus objectif des choses, que ce soit un livre qui soit plus à la portée des gens et du public. Et du coup, j'ai fait appel à Tania Ija qui a refait la réécriture du livre, tout comme à Mona Kababe qui ont fait la maquette, qui ont donné un chef-d'œuvre à ce livre, où on a plaisir à voir différentes pages, différentes époques, différents styles, et de voyager un peu dans le temps, comme je le dis si bien pour tout le monde. Et voilà. Alors, vous n'avez pas fait que voyager dans le temps, vous avez sillonné la région, voire plus, Exactement. pour retrouver les traces justement de ce travail qui était Exactement. éparpillé un peu partout. Mais vous ne pouvez pas vous en douter, ça. Je veux dire, comment vous avez retrouvé la trace de ces objets qui pouvaient se trouver en Turquie ou je ne sais où? Voilà, il y a eu des recherches qui ont abouti à des destinations différentes à chaque fois. Que ce soit par exemple la Turquie où j'ai découvert un trône réalisé par la famille en 1900 pour le sultan Abdelhamid à la demande de la municipalité de Beyrouth qui fêtait les 25 ans du sultan. Donc j'ai retrouvé ça par hasard au tout début, puis après c'est devenu vraiment des précisions avec des photos, des preuves à l'appui et puis un voyage sur place. Vous parlez de photos, moi je vais vous interrompre pour dire qu'elles sont absolument magnifiques. Oui, je tenais à mettre les choses en valeur au niveau visuel, au niveau plaisir des yeux, Ouais, et plaisir surtout des pour yeux. les architectes qui sont parfois en manque d'idées ou d'inspiration. Donc là, c'est un livre qui permettra aussi de voir un peu ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut toujours faire aussi. Et aussi, c'est un travail de mémoire. Surtout, il y a des lieux qui n'existent plus, des lieux qui existent, mais qu'on ne sait plus
qu'est-ce qu'il y avait avant, comme le Casino du Liban ou comme l'hôtel Alcazar et tout ça, donc qui n'existent plus, mais qui ont une autre décoration. L'un est devenu un casino beaucoup plus moderne, l'autre est devenu une banque, c'est la HSBC. Donc il y a beaucoup de choses que je laisse en mémoire de... Vous parlez beaucoup de mémoire, justement. C'est un devoir de mémoire aussi, ce livre pour vous. Voilà, c'est un devoir de mémoire, ce que chacun de nous devrait faire. Parce que pour bien avancer, il faut bien avoir une mémoire qui soit claire et nette, pas diluée ou oubliée ou ignorée. Et en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que par la suite, les descendants me sont reconnaissants pour ce que j'ai fait, parce que au moins ça a permis de réveiller des éléments qu'ils ont perdus en mémoire ou qui ont rappelé leurs parents ou leurs grands-parents. Donc il y a ce lien qui revient naturellement à travers ce livre. Et ça permet aussi aux gens de voir qu'eux-mêmes, que ce soit M. X, Y, il peut lui aussi revenir à ses ressources, à sa famille, à ses sources, et pourrait peut-être faire un livre aussi. Mais c'est important qu'on garde cette mémoire aussi vivante. Alors avant de clôturer, Camille Bien sûr. Terrazi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au-delà de l'esthétique de ce livre, c'est aussi un livre d'histoire, avec une masse d'informations qui peuvent aider à retracer justement l'histoire du pays. Exactement, exactement. Merci beaucoup Camille Terrazi, merci à vous de nous avoir suivis. Personnellement, je vous retrouve jeudi. Donc je voulais juste rappeler que vous signez par contre vendredi. Vendredi Ouais, au ici, au centre Salon de la du librairie Livre. Antoine. Absolument. Je vous remercie encore une fois de nous avoir prêté attention et donc à jeudi. Au revoir. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis